Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Bien, voilà, un fonds pour justement lutter. 3 millions, doté de 3 millions, argent public, bien sûr, notre argent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Marlène Schiappa, la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui a lancé ce fonds, qui s'en est occupé. Bien, tout ceci est bel et bien. Mais après, eh bien après, comment ont été utilisés ces fonds? Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour André. Bonjour, cher maître. On vous reçoit souvent à cette antenne et toujours avec plaisir. Et vous avez fait sur votre blog, enfin vous êtes en train d'écrire un article sur cette histoire tout à fait, je dirais, abracadabrantesque, si on a envie de rire, mais on n'a pas du tout envie de rire quand on sait où sont passés les fonds, en tout cas une partie des fonds. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On fait un fonds, l'intention était bonne, pour justement lutter contre le séparatisme, l'islamisme radical, l'intégrisme et tout ce qui s'est passé avec ce fait atroce qui a abouti à l'assassinat de Samuel Paty. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Régis de Castelnau, à votre avis? Eh ben, moi je remonte un peu, André, vous venez de dire, c'est la façon dont les sommes ont été utilisées. Ça, on est déjà sur l'aval. Moi, je vais en amont. Oui. Alors, si vous voulez, je vais commencer par un petit argument d'autorité. Tout ce qui concerne le maniement des fonds publics, tout ce qui concerne la responsabilité des décideurs publics, ministres, fonctionnaires, etc. J'ai enseigné la matière, j'ai écrit plusieurs livres, donc je sais un peu de quoi je parle. Bon, cet article sera probablement publié chez Front Populaire, mais ce que j'ai constaté, c'est que je me suis penché sur ce dossier quand j'ai vu la tournure que ça prenait, et comme d'habitude, on trouve beaucoup de choses, et que le catalogue des articles du Code pénal qui risque de sortir à la fin pourra être très étoffé. J'imagine, on va pas faire tout l'inventaire, cher Régis de Castelnau. Non. Mais simplement, ce fonds Marianne, donc, c'est l'utilisation de l'argent public. C'est bien ça. Mais quand vous dites, André, quand vous dites que ça partait d'une bonne intention, j'en suis pas sûr. Ah bon? Parce que la procédure qui a été utilisée, est très bizarre. Ça aurait dû être un marché public. Ils sont passés par des subventions. Ils ont fait ça très très vite. C'est-à-dire que n'ont pu répondre à l'appel à candidature que ceux qui étaient informés avant. Donc il y a il y avait un cahier des charges sur mesure. Déjà, c'est bizarre. Il n'y a pas eu, à votre avis, un vrai appel d'offres, quoi? Un véritable appel d'offres? Non. Je pense qu'il aurait peut-être fallu faire un appel d'offres, un code des marchés, qu'on a fait tout à fait autre chose, et que le choix de cette procédure-là était probablement, attendez, je prends les précautions, bien sûr. Je ne connais pas le dossier par cœur, était probablement destiné à favoriser les amis. On verra. Toujours est-il qu'on sait qu'il y a des amis qui ont été favorisés, ça c'est assez clair. Puisque vous avez une association qui a été créée pour la circonstance et qui a passé son temps à faire des vidéos pour, combattre les adversaires d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Attendez, ça, infraction pénale aussi, financement illégaux de partis politiques, escroquerie vis-à-vis de l'État, puisqu'on dit je vais faire quelque chose contre le séparatisme et puis on fait directement de la politique. Enfin, je veux dire, bon, il y a ça a été créé pour après l'affaire atroce Samuel Paty, et ça a servi pour certains de l'argent pour financer financer le côté pro-Macron, c'est ça? Exactement. C'est un détournement total. Je veux dire, bon, il y a un détournement de procédure, on fait une procédure de subvention alors qu'il fallait une procédure de marché. Ensuite, on attribue ça à des gens. Il y avait de très nombreux critères. Ont-ils été vérifiés? On attribue ça à des gens qui se servent de l'argent pour faire autre chose. Enfin, ça s'appelle et autre chose de politique en plus. C'est intéressant. Et directement politique. Et puis, on apprend qu'il y a une association qui a rémunéré à l'encontre de ses statuts, toujours conditionnel, faudra voir tout ça, à l'encontre de ses statuts, a rémunéré assez grassement ses dirigeants. Quant à ce qui a été produit, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent, vous devez faire ceci et ceci et cela. Bien sûr. Quant à ce qui a été produit, enfin, vous avez des vidéos qui ont été vues par 5 personnes. C'était un appel d'offres national, j'insiste, c'était un appel d'offres national. Donc tout ça est très problématique, et je pense que quand on se penche
sur le dossier, même de l'extérieur, hein, même avec ce qu'a fourni la presse, Oui. on s'aperçoit qu'il y a du pénal à tous les étages. Et ça, c'est très préoccupant. Hein. Alors, il y aura une responsabilité politique le jour venu, mais il est impératif que la justice s'en occupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Régis de Castelnau, quand on apprend qu'on a donné à 60 000 € à telle ou telle association soi-disant anticonspirationniste, à telle association qui a fait quelle vidéo, qu'est-ce que ça a à voir avec Samuel Paty et l'intégrisme? Aucun. C'est ça qui est très, très curieux. Vous avez deux objectifs. Il fallait respecter un des deux. Vous aviez, premier objectif, lutter contre le séparatisme, hein, c'est-à-dire l'islamisme, hein, lutter contre ça, dialogue entre les religions, tout ça, c'est très bien. Mais il y avait aussi lutter, comme par hasard, lutter contre les théories conspirationnistes ou les théories complotistes. C'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois ce qu'on avait essayé avec la loi Avia, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, qui prend quelquefois de bonnes décisions. Toujours est-il qu'à chaque fois, on revient, parce qu'on veut... Mais on trouve qui? On trouve qui, Régis Castelnau? Qui? Alors là, en l'occurrence, on trouve, vous avez un quatuor de soi-disant fact-checkers. Il y en a deux qui sont payés sur fonds publics, puisqu'ils sont dans des organes de service public, et vous en avez deux autres qui sont là, et comme par hasard, ces deux autres qui n'avaient pas accès aux fonds publics ont eu accès eux aussi aux fonds publics, ce qui montre bien que l'État tel qu'il est aujourd'hui a un problème avec devant le micro. L'État, qui a donc un problème avec la liberté d'expression, entend l'encadrer sur les réseaux. Il est gêné parce que ça décode sur les réseaux. Le vrai fact-checking, il se fait là. Il y a des théories délirantes, c'est vrai. Et comme par hasard, ce sont ces gens. Alors, c'est le moment où, parce que 60 000 € pour l'un, 70 000 € pour l'autre, il va falloir qu'ils nous expliquent ce qu'ils ont fait. Tous les gens qui vont sur leur site, qui vont sur ce qui a été mis en ligne, puisqu'ils ont des plateformes, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça. Problème. Moi j'ai regardé, il y a eu 5-6 lignes, 10 lignes, 2 vidéos et demie, rien, quoi. C'est ça. Et ils ont touché des dizaines de milliers d'euros. Et les autres qui sont effectivement sur certains organes, disons, de ce qu'on appelle le service public, intéressant. D'ailleurs, il y a de très bonnes choses sur le service public, mais il y a des choses étonnantes. Alors, c'est quoi? En fait, tout ça, c'est politique, Régis de Castelnau? Parce que vous avez vu que la famille de Samuel Paty s'en est, je dirais, préoccupée, sinon indignée. Hein? Et que le sénateur socialiste Claude Raynal demande au ministre Gérald Darmanin et à la secrétaire d'État Sonia Backès de lui communiquer une série de documents qui permettraient de comprendre l'utilisation de l'argent public du fonds Marianne. Vous voyez, il y a des questions qui sont posées, pas seulement à la presse, mais au Sénat, à l'Assemblée, etc. Mais quand vous voyez les exigences de ce fameux cahier des charges, dont je pense... il ressemble à un cahier des charges sur mesure, qui est celui destiné à favoriser les amis. C'est classique, hein. Du code des marchés publics, j'en ai fait énormément. Bon, je sais comment ça fonctionne, hein. Bien. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on nous justifie que ça a bien été fait. Il fallait qu'il y ait des rendus, il fallait qu'il y ait tout un travail qui soit fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le secrétaire général du comité interministériel de lutte contre la radicalisation, il vient de saisir le procureur. Il était temps, parce que effectivement, il y a des choses qui sont assez grossières. Bon, je crois qu'il faut que la justice s'en empare, il faut qu'elle traite ça, mais d'ici là, vous avez cité un sénateur, mais il y a des élus, je crois, tout le groupe RN, la présidente de la NUP, Madame Panot, absolument, Anne Hidalgo, parce qu'elle a été attaquée dans les vidéos politiques, qui auraient dû être des vidéos contre le séparatisme. Donc aujourd'hui, ça prend la tournure d'un scandale d'État. Alors quand vous me dites quel était l'objectif, il aurait été sur le papier noble s'il avait s'agit de tirer les conséquences de la tragique affaire Samuel Paty. Le problème, c'est que une fois de plus, avec cette façon de traiter les amis, avec ce sentiment d'impunité qu'a trop souvent malheureusement la haute fonction publique, eh bien, on s'est cru un peu tout permis. Et il a fallu, alors moi je leur rends hommage, Marianne, et Mediapart, Marianne et Mediapart, et France TV Info.
Et France TV Info, absolument. Aussi, on fait. C'est là-dessus, moi, que j'ai été aux nouvelles, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait tout un tas de cailloux à soulever avec dessous des choses qui ne seront pas terribles. Hein. Donc voilà. Et sur ce qui caractérise ça, qui a été choisi, ce sont les amis. Qu'on vienne pas nous dire. Alors, je vois qu'il y en a un qui dit oui, mais je suis le plus unanimement considéré comme. Enfin, ce sont des officines. J'adore. C'est les porte-paroles autoproclamés. Ouais, c'est bien sûr. Ça. Et bien sûr, c'est le fameux quatuor. On va pas les nommer ici pour pas en faire. Mais on les connaît. Bon, ce sont des militants. Ils ont le droit. Ils ont des opinions particulières, etc. Ouais. Ils sont tous très pour le pouvoir. L'intérêt là-dedans, c'est qu'ils accusent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ces braves petits, de complotisme, évidemment. C'est magnifique, ça, c'est vieux comme le monde, mais ça continue, quoi. Oui, mais là, si vous voulez, dès lors qu'ils sont payés avec des fonds publics, que nous payons tous, ils ont un devoir de neutralité. Or, ça n'est pas le cas. Regardez, juste un mot, ça va vous intéresser. Peut-être que c'est très, très, très intéressant là-dedans, par exemple. Je rappelle très, très rapidement les choses. Donc, Comité international de présentation, l'association s'engage à déployer un contenu multimédia, un message positif de réenchantement. C'est beau, ça. Ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Réenchantement des valeurs de la République, un autre en déconstruction des attaques violentes subies par la République. Merveilleux. Réenchantement, déconstruction. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Ah, patatras, l'un des deux ex-dirigeants de cette association était directeur de la communication d'un club de foot, etc. Alors, il attaque tout le monde, très bien. Selon les révélations de Mediapart, une autre structure a touché plus de 300 000 € alors qu'elle venait d'être créée, qu'elle n'avait aucune activité commune. Elle s'appelle Reconstruire le commun. Ces statuts, écoutez-moi bien, cher Régis, ont été enregistrés le 29 octobre 2020, soit 13 jours après l'assassinat de Samuel Paty, déposé en préfecture 14 février 2020, etc. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Reconstruire en commun? On diffusé des contenus politiques à l'encontre d'opposants d'Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles et législatives. C'est quand même assez formidable tout ça. Enfin, mais c'est plus que... Enfin, je veux dire, ce sont des infractions pénales. Ouais. C'est tout. Voilà. Quand vous détournez des fonds publics, c'est détournement de fonds publics. Quand vous êtes l'autorité administrative et que vous versez de l'argent à des gens, un argent que vous savez ne pas être dû, c'est la concussion. Lorsque vous ne respectez pas les procédures d'appel d'offres, c'est le délit de favoritisme. Enfin, je vous dis, il y en a un joli paquet quand même. Hein. Alors attention, j'insiste, hein, c'est ce que l'analyse que le spécialiste que je suis peut faire à partir des informations fournies par la presse. J'accuse personne ne m'aimant. Je sais pas présomption d'innocence, la justice fait son cours, bien sûr. Exactement, il y a présomption d'innocence pour les personnes, mais il y a de lourdes suspicions de violation du code pénal. C'est ça, ouais. C'est quand même, une de plus, mais franchement, comme vous disiez, Régis de Castelnau, il y a ce sentiment d'impunité, et ce sentiment qu'on a, mais qui n'est pas nouveau, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau qu'il ne faut pas le dénoncer, que quelque part, on peut faire à un moment donné n'importe quoi. Vous savez, c'était un certain Michel Poniatowski, du temps Giscard d'Estaing, qui parlait des copains et des coquins. Donc, c'est pas nouveau tout ça, hein, ça date d'il y a 50 ans, ou presque. Oui, mais là, ça a pris une tournure particulière, c'est-à-dire qu'il y a, une espèce de mauvaises habitudes qui se sont aggravées, parce que, bon, c'est pas l'affaire Alstom, c'est pas McKinsey, on n'est pas avec des centaines de millions d'euros ou des milliards d'euros. Là, il s'agit d'une petite, c'était 2,5 millions d'euros, c'est pas rien. 2,5 millions d'euros, c'est pas mal. Ce qui est terriblement déplaisant dans cette affaire, c'est le prétexte qui a permis de faire plaisir à des amis. Le prétexte... Samuel Paty. Voilà. Tout simplement, ça a quelque chose de terriblement déplaisant, quoi. Enfin, c'est quelque chose de... Je pourrais utiliser des articles un peu plus violents. Oui, non mais enfin écoutez, vous dites ce qu'il y a à dire. Merci Régis de Castelnau, on va suivre cette affaire. Présomption d'innocence bien sûr, mais enfin comme vous dites, les faits sont quand même assez lourds, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci encore. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et voilà
un tweet, enfin un texte que j'ai lu hier. Ceci, et je vous le lis. Nous vivons dans un pays où le ministre de la Justice, mis en examen, fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale en couvrant une influenceuse Playboy qui arrose des copains avec de l'argent public sur le dos d'un collègue décapité, pendant que des centaines de CRS protègent le Conseil constitutionnel, sous la bénédiction de chroniqueurs millionnaires qui insultent les Français en justifiant les mutilations et l'action méritante du président de la République. Harold Bernat, bonjour. Bonjour André. Bonjour, vous êtes professeur agrégé de philosophie, vous êtes auteur de plusieurs essais, on vous avait reçu d'ailleurs pour ça, donc oraison funèbre de la classe de philosophie. Mais est-ce que vous n'y allez pas un peu fort là, Harold Bernat, comme ça vous avez résumé effectivement en quelques phrases un état des lieux, mais est-ce que votre état des lieux n'est pas quelque peu exagéré ? Alors d'abord, je vous remercie pour votre réinvitation. J'ai sous les yeux une citation de Karl Kraus, qui est un critique du début du XXe siècle en Allemagne et qui a vu la montée du national-socialisme. Il dit ceci dans un journal qui s'appelle Die Fackel, qui est un journal qu'il a dû créer parce qu'évidemment il n'avait pas la possibilité de parler dans les, dans les journaux nationaux. Et même si je n'ai fait rien d'autre chaque jour que recopier ou transcrire textuellement ce qu'ils font et disent, ils me traitent de détracteur. Voilà, c'est-à-dire que il s'agit en effet, en mettant sous les yeux ce qui est partout, ce qui se voit partout, ce qu'on entend partout, il s'agit de briser le lien de complicité tacite que l'on a avec ces choses-là. C'est-à-dire de rendre scandaleux ce qui a été vu 1000 fois et qui, par des effets de rapprochement, devient inacceptable. Coller un document, une photo, produire justement ce qu'on voit partout. Et c'est là qu'on apparaît comme un malotru, voire quelqu'un d'excessif. Oui, ou un complotiste, bien sûr. Ou de complotiste, on va y revenir rapidement. Et justement, c'est-à-dire que je crois que maintenant, il s'agit, face à ce niveau d'obscénité, parce que là, on est vraiment dans une situation qui est tout à fait obscène, de retourner le monopole de la diffamation légitime. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, on ne se laissera plus faire. On ne peut pas se laisser intimider par des gens qui font ce qu'ils font. Et quand on met tout ça bout à bout, évidemment, la coupe est pleine, et je pense que la coupe est pleine pour des millions de Français. Oui, vous pensez que effectivement il y a une espèce de convergence, je ne dirais pas des luttes, c'est pas le problème, mais de convergence des indignations et d'un certain rejet ou ras-le-bol. Oui, c'est-à-dire c'est trop. Moi, vous voyez, je suis professeur, évidemment, vous le savez, dans le secondaire. Oui, vous êtes à Bordeaux, c'est bien ça. Voilà, je suis à Bordeaux, au lycée Montesquieu. Quand je vois l'affaire, Régis de Castelnau a très bien expliqué l'affaire Samuel Paty et les fonds Marianne. J'ai vraiment, c'est plus que de la colère en fait. C'est plus que de la colère. C'est-à-dire que d'un côté, on arrose avec de l'argent public des officines qui s'octroient le monopole de la légitimité. Le plus unanimement, j'ai adoré la formule que vous avez utilisée là tout de suite. Donc le plus unanimement, ces gens s'octroient la parole légitime. Et de notre côté, on paye des vacataires avec des lance-pierres, on ferme toutes sortes de classes, on gèle le point d'indice, on ferme les concours de recrutement et on casse l'instruction publique. Vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté on arrose des copains, de l'autre côté on casse l'école. Ce qui est perdu d'un côté est gagné de l'autre côté. Moi, ça me rend fou. Voilà, je vous le dis très sincèrement, ça me rend fou. Quand je vois que des gens, des professionnels de la parole et du blabla arrivent à toucher des milliers d'euros pour faire des formations sur argent public à l'intérieur de l'éducation nationale, c'est exactement la même chose, ça s'appelle du détournement d'argent public. Oui, voilà. Ou d'autres produisent des vidéos et quelques textes absolument éthiques et assez grotesques. Enfin, tout ça vraiment pose problème. Tout ça pose problème et je crois que pour beaucoup de Français, c'est trop. C'est trop. Alors c'est vrai que c'est pas une convergence au sens strict des luttes. Non. Par contre, il y a une convergence sur la prise de conscience de ce qu'est aujourd'hui le macronisme, parce qu'il faut quand même nommer la chose. Je dirais, alors c'est vrai qu'en effet, ces choses-là, coquin, ça date pas d'hier, mais Macron a libéré les énergies, quoi. En termes d'obscénité. Oui, mais maintenant, Harold, je crois que vous avez parlé de Karl Kraus, qui est effectivement très grand polémiste. Enfin, il ne faut pas non plus faire de la réduction ad Hitlerum. On n'est pas au national-socialisme, bien sûr. Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que Karl Kraus a montré comment fonctionnaient des connivences qui ont rendu possible autre chose. Oui, je comprends. Karl Kraus ne dénonçait pas directement. Il a montré qu'en fait, une certaine forme de corruption crée les conditions
pour une destruction du politique. Moi, je suis pas dans la défiance du politique. Moi, je crois au politique. Je crois à la vertu publique. Bien sûr. Je crois à la probité. Mais il faut soir, Macron. Oui, ce soir, Macron parle. Bon. Soir, Macron parle. Le problème, c'est que pourquoi il y a des millions de Français qui vont pas l'écouter ? Parce qu'on sait qu'il va produire un discours qui est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport à la vérité, il n'y a pas de rapport à la réalité. Je comprends, on verra, ça c'est votre opinion, mais on verra. Hein. On a beaucoup vu, Et tout ça converge. Et je crois que ce rapport à la fausseté, parce qu'il y a quelque chose de la malversation, du faux quand même derrière tout ça, il y a beaucoup de Français qui n'en peuvent plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez partagé. Oui. Et je termine par cette réplique d'un célèbre situationniste. Dans un monde inversé, le vrai ne devient plus qu'un moment du faux. C'est bien le problème. Merci Harold Bernard. Et en tout cas, votre texte, quand même, je voulais qu'on en prenne connaissance parce qu'il résume assez bien, de façon excessive, je trouve, mais forte, ce qui se passe. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ce n'y a que les esprits grincheux qui peuvent penser ça, mais quand même, en creusant un peu, à l'époque, un certain Laurent Fabius était dans l'opposition, et c'était en 2010, il était reçu à Europe 1, donc en 2010, c'était la présidence de Nicolas Sarkozy, bien sûr, et il était en opposition socialiste, et voici ce qu'il disait concernant le report de l'âge à la retraite. Mais je voudrais, c'est peut-être le mot de la fin, poser un problème de légitimité de cette réforme. De légitimité. Pourquoi ? Parce que dans sa campagne présidentielle, M. Sarkozy n'a jamais dit qu'il voulait décaler l'âge de la retraite. Il a même dit le contraire. Hein. J'ai les citations à votre disposition, vous les connaissez. Il a dit, la retraite à 60 ans, on n'y touchera pas. Aujourd'hui, il le fait. Il n'a pas de majorité pour ça. Il a l'argument, l'astuce de dire c'est la crise. Oui, d'accord. Mais si c'est la crise, alors que l'ensemble des Français payent. Il n'a pas de majorité pour ça. S'il veut imposer cette réforme, qu'il consulte le peuple français. Il n'a pas de majorité pour ça. S'il veut imposer cette réforme, qu'il consulte le peuple français. S'il veut imposer cette réforme, qu'il consulte le peuple français, donc par référendum. Et voici qu'arrive 2023. Vous allez me dire, la situation a changé, 13 ans plus tard, nous ne sommes plus au même point. Mais quand même, c'est ce qu'on a dit au président Macron. S'il veut changer, alors là, ce n'est plus 60 ans, c'est de 62 à 64 ans. Eh bien, on s'attendait à ce que les émules de Fabius ou Fabius lui-même disent, eh bien, s'il veut faire cette réforme, qu'il consulte le peuple français. On sait ce qui s'est passé, 49.3, etc. Et voici que Laurent Fabius, aujourd'hui, en 2023, président du Conseil constitutionnel, valide entièrement la chose comme elle s'est passée. Alors vous allez me dire, oui, écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Certes, mais enfin quand même. Quand on occupe un certain nombre de positions, certaines positions hautement responsables, voilà, il faut faire de temps en temps ce qu'on appelle des piqûres de rappel. Celle-ci est offerte à votre méditation. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP et auteure de Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour à tous. Agnès Verdier-Molinier, où va notre argent ? Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, depuis, je ne dirais pas très longtemps, vous êtes jeune, mais depuis quelques années déjà, vous creusez. Vous creusez d'ailleurs, ce n'est pas un trou, ce n'est pas un fossé, c'est un abîme, on peut le dire, en tout cas des abysses, sur effectivement où va cet argent. Et la première question quand même que je voulais vous poser, c'est que votre livre, qui est toujours bourré de chiffres, de faits, toujours très très précis, effectivement, dans ce que vous racontez, il y a quand même quelque chose. Vous commencez évidemment par parler de l'administration et du fameux, je le rappelle, la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Je rappelle quand même l'entretien de la force publique. On a le compte à rendre, contribution commune indispensable, etc., etc. On en reparlera. Mais quelque chose, moi, qui me pose problème et qui résume un peu peut-être le tout et qui reste la question qui est pendante dans tous vos bouquins. Cette question que vous ne posez pas.
Nous sommes les copropriétaires de la Maison France, que je sache. Absolument. Bien, les copropriétaires de la Maison France, quand on est copropriétaire d'un appartement, d'un immeuble, d'une maison, nous avons ce qu'on appelle un syndic de copropriété. Les gens que nous élisons, nous les avons élus. Et chaque année, 2 fois par an, mettons chaque année, il y a ce qu'on appelle une réunion de copropriétaires, où l'on dit, voilà, on a dépensé telle chose pour le chauffage, telle chose. Et je me dis, mais attendez, la question que vous posez, c'est la question que devraient se poser tous les copropriétaires de la Maison France. Et est-ce que c'est, ma première question, est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce qu'on peut transposer, pas de la même façon bien sûr, à les discussions de syndic de copropriété qu'il y a pour des millions de Français à la France entière, en tout cas à l'échelle nationale? Je pose la question à un moment dans le livre. Où est le syndicat des citoyens? Qui nous défend, nous, citoyens? Je ne parle pas des syndicats CGT et autres dont on a vu souvent les travers ces dernières années, et le fait qu'en fait ils défendent toujours plus de dépenses publiques, toujours plus d'impôts, et finalement des privilèges de certains, parce que souvent ceux qui bloquent sont aussi ceux qui partent encore à 55 ans ou à 57 ans à la retraite, et qui se fichent comme d'une guigne qu'en réalité d'autres fassent des efforts et travaillent plus longtemps. Donc le sujet, c'est que d'autres grandes démocraties y arrivent. Je donne dans mon livre à la fin 20 propositions, 20 principes. Regardez ce que font les Suisses avec des votations récurrentes. Ils responsabilisent tout le monde. Ah oui, on ne veut pas de ça, chez nous. Hein. Oui, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que si on disait sur chaque sujet, on pose la question, mais on pose la question avec des vrais faits en face. C'est-à-dire sur les retraites. Je sais que vous avez envie qu'on en parle. Les retraites, le sujet, c'est pas le sujet des retraites et de l'âge de départ, c'est le sujet de la dette. Il faut qu'on se le dise. Pendant tout le Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On a dépensé sans compter, en s'endettant. Et maintenant, on est scruté par ceux qui nous prêtent de l'argent. Plus de 300 milliards d'euros par an dont on a besoin pour la Maison France, tous les ans. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement le déficit, environ 150 milliards, mais en plus la dette qui arrive à échéance et qu'il faut refinancer, parce qu'on n'a pas les moyens en fait de la rembourser tout simplement. Il faut la refinancer, donc on rembourse en empruntant. Et la charge de la dette qui monte, vous le dites. La charge de la dette, c'est quoi? C'est le coût annuel de ce qu'on paye pour la dette. Et c'était 30 et quelques milliards. On avait voté pour 39 milliards en 2022. C'est plus de 50. 50 aujourd'hui, oui. Et là, c'est en train de monter encore plus. On sera entre 60 et 70 cette année. Et puis, on va aller vers les 80. Alors, le problème, c'est qu'à un moment, on ne pose pas les bons sujets sur la table, parce que peut-être on infantilise les Français, parce qu'on ne leur dit pas tout, parce qu'on leur fait croire qu'on peut travailler moins et gagner plus, ça c'est pas vrai, qu'on peut créer de la valeur ajoutée en ayant moins d'usines, en ayant moins de production française, c'est pas vrai non plus, que le social ça remplace le travail, ben non, c'est pas vrai, et qu'à un moment on veut pas voir les choses en face. On est dans un déclassement très important de notre pays. Oui, vous en parlez. Mais Agnès Verdier-Molinier, justement, restons un peu là-dessus, parce que ce sont les problèmes. Mais premièrement, on ne va pas s'appesantir sur la réforme des retraites, mais vous êtes d'accord quand même que c'était pas la question des 62 à 64 ans. Je veux dire, vous allez travailler autant que vous pourrez travailler, et pas seulement vous ou moi, qui sommes dans des métiers dits intellectuels ou dits de plume, mais des millions de Français peuvent choisir de continuer à cotiser, justement. Mais la chose importante, c'est qu'on a l'impression, et ça, quand je dis vous n'en parlez pas, vous en parlez, c'est vrai, mais moi, en lisant, je parle lecteur, et sans être gauche, droite, etc., laissons totalement ça de côté. L'impression qu'on a, quand vous commencez à parler de la Cour des comptes et du Conseil constitutionnel, vous en parlez dans votre livre, absolument, et vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi le Conseil constitutionnel ne voit pas ça, pourquoi la Cour des comptes, dit des choses, mais c'est pas, comme vous le savez, exécutoire, elle n'a aucun pouvoir exécutoire. Donc, est-ce que le problème n'est pas politique, dans tous les sens du terme, au vrai sens du terme? C'est ça le problème. Qui gère? Alors, qui sont nos syndics? Je me suis posé beaucoup de questions pour écrire ce livre et enquêter autour de ce livre. Et en fait, j'en suis venue à une conclusion, que personne ne nous protège de la folie fiscale. C'est-à-dire qu'on est le pays qui taxe le plus. Alors, on se dispute parfois avec le Danemark. Ils étaient passés premiers en 2021, mais on est en train de repasser devant là pour 2022. On n'a pas encore les chiffres définitifs de l'OCDE. Et en réalité, on est clairement le pays qui taxe le plus. De l'autre côté, on est le pays qui dépense le plus. Et personne ne nous protège non plus de cette dépense sans compter, sans évaluation, sans rien. Personne ne met des garde-fous. Non, mais qui dit, il y a un moment, on a atteint le maximum.
personne. La Cour des comptes, par exemple, elle fait des très bons rapports. Mais est-ce qu'elle a dit pendant le Covid, ben là, ça suffit, on dépense trop? Non, elle l'a pas dit. Est-ce qu'elle a dit, là, dernièrement, ils ont dit, il va falloir quand même réduire les dépenses, faire la revue de dépenses, etc., dans le dernier rapport qui est sorti il y a quelques semaines. Mais est-ce qu'ils disent où on doit économiser? Est-ce qu'ils mettent le doigt sur le fait qu'on a des services publics en France qui marchent très bien avec beaucoup moins d'argent? Par exemple, l'école privée sous contrat, c'est beaucoup moins cher. Si on appliquait le même tarif à tous les élèves de France, c'est 29 milliards d'économies par an. Est-ce qu'on en parle de ça? Non, on est en train en ce moment de faire le contraire, de jeter l'opprobre sur le privé en disant mais il n'y a pas assez de mixité, on veut le démanteler, etc. Alors que ça marche mieux. Les enfants, les élèves ont de meilleurs résultats. C'est prouvé, c'est même les chiffres du ministère, je les redonne encore dans mon livre, il y a à peu près 10 points d'écart entre public et privé sur les résultats en mathématiques, en français. Et est-ce qu'on dit qu'il y a des cliniques qui arrivent à délivrer des mêmes prestations que les hôpitaux, mais finalement beaucoup plus rapidement avec des blocs opératoires qui fonctionnent beaucoup plus longtemps tous les jours, et tout ça avec finalement une gestion de l'argent public qui est meilleure. Et c'est ça que nous, on essaie de faire à la Fondation IFRAP et que j'essaie de faire dans mon livre. On va travailler aussi sur la question des départements. Là, c'est ce qu'on fait en ce moment. On va bientôt publier ça. En regardant le nombre de personnel public qu'on a par département. En fonction des départements, il y a des écarts énormes. On va rester là-dessus après cette petite pause. Où va l'argent? Où va notre argent? Et surtout, comment on le gère, cet argent? Absolument. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Agnès Verdier-Molinier sur son livre Où va notre argent? Aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, nous sommes toujours avec Agnès Verdier-Molinier. Où va notre argent? Grave question, grave question. En fait, on devrait la poser tous les jours, ça. Moi, il faudrait qu'on ait une émission qui s'appellerait Quotidienne. Où va notre argent? En inventoriant, effectivement, voilà, on dépense ça. Encore une fois, nous sommes les copropriétaires de la Maison France. Ne l'oubliez jamais, auditeurs résistants de Sud Radio. Mais alors, Agnès Verdier-Molinier, on avait quand même une ADN France pendant des années, je ne parle même pas du rang des puissances mondiales, meilleur système de santé, meilleur système d'éducation nationale, meilleur système de solidarité, bien sûr, etc. Ça marchait, on dit heureux comme Dieu en France. Rappelez-vous, c'était pas il y a si longtemps que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait haut de toutes parts? Ça marchait quand le travail était au cœur de l'ADN. Après-guerre, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit des systèmes d'assurance. Celui qui travaillait était assuré pour la maladie, pour le chômage, pour la retraite, etc. Et à la fin, il y avait une logique dans tout ça. Tu travailles et tu as des droits derrière. Mais maintenant, on a créé l'universalité qui a tout fracassé. Parce que finalement, quel est l'intérêt de travailler si le minimum vieillesse est quasiment... allez, il y a un écart, mais bon, pas si loin que ça, de la retraite moyenne, etc., etc. Pour se faire soigner, on n'a plus besoin finalement de cotiser. Et donc, à la fin, le sujet de travail, qui doit être central, il a disparu. On a 2 millions de personnes à peu près qui sont au RSA aujourd'hui. Je le dis dans le livre, il n'y a que 40% des gens qui sont au RSA qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc, il n'y a que 40% des gens qui touchent le RSA qui sont dans une démarche active de recherche d'emploi. Dans aucun autre pays d'Europe, ça pourrait exister, ça. Oui, mais alors, Agnès, le problème aussi, c'est que peut-être qu'ils sont allés à Pôle emploi, qu'ils n'ont rien trouvé. Vous savez, il y a aussi ça, il faut savoir, parce que l'histoire du RSA, bon, c'est... regardez, il y a en même temps des gens qui, vous savez très bien, travaillent comme des fous et sont payés 800 € par mois. Je parle des agriculteurs. Bien sûr. Les gens comme les infirmières et tout ça, c'est tout le problème est là. Vous avez une partie, effectivement, qui sont... entre guillemets assistés, qui peut-être ne cherchent pas, mais vous avez une bonne partie qui travaille vraiment, et c'est très dur, on le sait, couvreurs des toits, infirmières, agriculteurs, mais qui sont payés avec des clopinettes et qui se disent à quoi ça sert. Donc, pourquoi les gens vont pas à Pôle emploi, ceux qui sont éloignés de l'emploi? Parce que Pôle emploi considère que c'est pas vraiment son boulot, parce que c'est le département qui doit normalement accompagner ceux qui sont très éloignés de l'emploi. Donc chacun se renvoie la balle. Le fait qu'on ait autant d'organisations publiques qui s'occupent de tout, et qui sont finalement en concurrence les uns avec les autres. Au lieu d'être coordonnés, au lieu d'être... C'est une catastrophe pour les Français, pour tous les Français.
Et puis ensuite, la question de la smicardisation de la France que vous posez en sous-main, c'est-à-dire en gros, finalement, quand tu cumules des aides sociales, et j'en parle dans le livre, j'explique un couple de handicapés qui se déclarent parents isolés alors qu'ils ne sont pas parents isolés, qui se moquent d'un autre couple, ils sont aussi handicapés, mais finalement ils leur disent, mais attends, en cumulant l'allocation adulte handicapé, les aides pour les enfants, etc., à la fin on gagne plus que toi, 4 500 € non imposables. Pourquoi tu t'embêtes? Ils ont fait des bonnes écoles. Il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Et alors, le truc, c'est mais il n'y a pas pourquoi. Alors, pourquoi il y a ces deux situations qui ont deux traitements différents? Mais tout simplement parce qu'en fait, à force de cumuler des aides, et ça je montre, on a fait des tas de tableaux à la Fondation IFRAP pour montrer qu'on est parmi les plus généreux d'Europe sur les aides cumulées, quand vous ajoutez les APL, l'allocation parents isolés, le RSA, etc., les allocations familiales, et puis à la fin, vous avez des niveaux de revenus qui finalement sont pas négligeables du tout. Et si vous travaillez un peu à côté non déclaré, d'ailleurs moi j'ai eu plein d'émissions où certains ont témoigné ouvertement en disant mais moi finalement le RSA, les aides sociales ça me suffit pas, donc je suis obligé de travailler à côté mais non déclaré. Ah oui, mais ça c'est quand même un problème parce que quand vous travaillez non déclaré, que vous touchez des aides sociales, vous bénéficiez des impôts et des cotisations de l'ensemble de ceux qui travaillent et finalement vous n'êtes pas solidaire. Et ça pose un énorme problème parce que derrière il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'impôt. Donc finalement, l'impôt pèse de plus en plus sur les mêmes. Et ça aussi, je le dis dans le livre. Soi-disant, on entend toute la journée que les riches sont pas assez imposés, etc. Oui, vous défendez beaucoup les riches, quand même. Mais pourquoi? Parce que ce dont vous parlez, la smicardisation de la France, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on a dissuadé d'avoir des hauts salaires en France. Du fait qu'on a fait tous les allègements sur les bas salaires. Et là, on va sortir une étude passionnante qui est incroyable entre la France et l'Allemagne. Et on montre qu'on a une 30aine de milliards de trop de cotisations sur les hauts salaires. En fait, tous les allègements, ils sont payés par les hauts salaires. Résultat, j'entends quoi, moi, dans les témoignages officieux autour de moi, dans les grandes boîtes françaises et tout? On me dit, non, attends, la plupart des hauts salaires, on se débrouille, ils sont résidents fiscaux à l'étranger, ils sont plus en France, etc., etc. Ça fait quoi, ça, pour la France? Ça fait ce qu'on est en train de vivre, la baisse de la richesse nationale par habitant. Donc tous ceux qui sont en train de dire tout le temps qu'il faut taxer plus les riches, ils sont en train de se tirer des balles dans le pied. Parce que ceux qui payent l'impôt, finalement, qui sont ultra imposés. Vous vous souvenez, après la précédente crise financière, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une taxe exceptionnelle sur les hauts revenus, 3 et 4% au-delà de 250 000 € de revenus. Elle est toujours là, cette taxe exceptionnelle. Elle devait être exceptionnelle. Ouais. On l'a jamais supprimée. Donc, résultat, il y a une avalanche d'impôts sur ceux qui travaillent beaucoup et qui ont des revenus importants. Et donc, on a 500 000 emplois en moins dans les hauts salaires par rapport aux Allemands. Et c'est dans quel secteur, ça? Mais c'est dans l'industrie. Donc, si vous voulez payer bien les infirmières, si vous voulez payer bien les agriculteurs, mais il faut des gens aussi dans l'industrie qui créent de la valeur ajoutée. Nous, notre système, finalement, il se paupérise parce qu'il n'y a plus d'usines d'un côté, il n'y a plus de production française, il y a 164 milliards de déficit commercial sur les biens. Et de l'autre côté, on dit, ah bah oui, on n'arrive plus à payer correctement les gens. Mais oui, mais ceci explique cela. On a besoin de tout le monde. Et si on fait partir tous ceux qui sont capables de créer des emplois, de créer de la valeur ajoutée, qui ont fait des grandes études, parce que ça aussi, il faut se dire que quand on fait partir des médecins de France, quand on fait partir des ingénieurs, etc., et tout cela, ils vont tous maintenant aux études, Massachusetts, mais j'en parle aussi. Parcoursup, ça incite à quoi pour les jeunes de France qui ont des capacités, qui ont des bons résultats, quel que soit leur milieu d'origine, à partir. Et moi, j'ai des témoignages tous les jours. Alors, il est où votre fils? Ah ben, il est à Lausanne. Elle est où votre fille? Ah ben, elle est à Milan. Et elle est où votre fille? Ah ben, elle est partie à Valence. Et elle n'a pas l'intention de revenir d'ailleurs. Bon, alors, et ça devrait nous réveiller. Parce que en plus, tout le système de Parcoursup, etc., il est aussi fait pour faire un peu de la discrimination positive, etc. Et résultat, ceux qui ont des excellents résultats, parfois se retrouvent avec pas du tout les débouchés qu'ils auraient eu dans les années antérieures. Donc attention, ce qu'on est en train de faire, c'est délicat pour les années à venir. Et c'est pour ça que j'appelle à un sursaut et à regarder où va l'argent. Et à regarder objectivement, pas avec une idéologie, pas en voulant ni d'un côté ni d'un autre ou punir un tel. Le sujet, c'est de dire, il y a déjà l'excellence en France. Il y a déjà toutes les capacités. Maintenant, si on arrête de se mettre des boulets aux pieds,
on peut y arriver. Et j'attends beaucoup de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Parce qu'on croit qu'on est dans l'impasse, etc. C'est possible qu'on soit dans l'impasse. Mais on peut aussi, dans une période où on construit différemment, on se remet en question. Ouais. Alors on va en parler de cela, parce que c'est très important. On va parler de l'Europe, on va parler de tout ça. Parce que tout ce que vous analysez, on a l'impression que, en fait, il y a une espèce une systémique qui était une systémique vertueuse, qui s'est transformée en systémique nocive ou toxique. On va en parler. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, et auteur de Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire. 0826 300 300 pour participer à l'émission. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lisez le livre de Agnès Verdier-Molinier, Où va notre argent, et vous constaterez que l'iceberg, il est dans le Titanic maintenant. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu, là, il a pris position, il n'est pas encore partout. Mais les fuites, elles sont là. Mais il y a quelque chose quand même. Au début de votre livre, vous dites, voilà, Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des choses, mais en même temps, pourquoi il ne va pas plus loin ? Vous parlez aussi de la direction de la législation fiscale. Alors dites-moi, je ne comprends pas. Puisqu'on a des directions, on a des autorités en France, pays jacobin, pays centralisé, Paris et compagnie. Mais pourquoi ils ne dictent pas ? Pourquoi ils ne disent pas, attendez, là ça va, là ça ne va pas, etc. Parce que de livre et d'année en année, vous en parlez. Et on a l'impression, oui, très bien, bravo, très bien. Mais vous, effectivement, on ne va pas vous demander, vous n'êtes pas une politique, vous n'êtes pas une femme politique, enfin, jusqu'ici, on verra bien la suite. Mais franchement, la volonté, elle est là. Je parle à tous les échos de l'administration, et vous dites en même temps, l'État, il est boursouflé, il est, on sait, obèse, mais plus qu'obèse. Alors qu'est-ce qu'on fait ? En fait, à un moment, il faudrait qu'on se dise quel est le bon taux de prélèvement obligatoire pour la France. Pourquoi est-ce qu'on est champion ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on ait 5-6 points de plus que les autres en prélèvement obligatoire, alors qu'on voit que ça ne marche pas en plus, puisque derrière, on a le pire déficit commercial là en ce moment qu'on n'ait jamais eu, et qui est vraiment, qui fait envie à personne en Europe. Donc, j'ai les chiffres de l'INSEE là qui sont sortis il y a 10 jours. On est encore en prélèvement obligatoire au-dessus de ce que j'ai dit dans le livre, 45,3% en 2022. Alors on va arriver à 50%, quoi. Non, mais et encore, ça, c'est un chiffre qui prend pas les cotisations sociales imputées, c'est-à-dire les cotisations de l'État pour les retraites de ses agents. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas pris en compte. Donc en réalité, on est beaucoup plus haut. Mais si on raisonne toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire comparaison depuis les années 90, et c'est les chiffres de Bercy, on n'a jamais été aussi haut. Alors, on n'arrête pas de nous dire on baisse les impôts, mais en fait, c'est pas vrai. Et donc, là, à un moment, on pourrait déjà poser une question. On parlait des votations suisses, mais les Suisses, ils font ça tout le temps. Là, on a une réforme à faire. Par exemple, dans des cantons suisses, ils ont posé la question qu'est-ce que vous préférez ? On augmente les dépenses ? On augmente les impôts, ou alors on baisse les dépenses, on baisse les impôts, ou alors on baisse... Ils donnaient les domaines, enfin des tels domaines, oui, etc. Alors c'était au niveau local, donc c'était un peu plus simple pour comprendre. Mais résultat, la réponse, ça avait été quoi ? Ça avait été, on baisse les dépenses et on baisse le plus possible les impôts. Et quand on pose la question, en réalité, à ceux qui les paient, la réponse, elle est claire. Et puis, ça, c'est la question de l'impôt. Donc on pourrait se dire, le maximum d'imposition, par exemple, pour un ménage, ça devrait être X%. Quel est le pourcentage que les Français accepteraient ? Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a tranché au moment de l'impôt sur la fortune immobilière, mais c'est que pour ceux qui payent l'impôt sur la fortune immobilière, c'est 75% maximum des impôts nationaux, en gros, parce que les impôts locaux ne sont pas compris dedans. Pourquoi les autres qui ne paient pas l'impôt sur la fortune immobilière ne sont pas concernés ? Pourquoi eux, ils ne peuvent pas dire non, attendez, cette année, on m'a taxé trop, ça suffit, c'est trop. Donc là, il n'y a pas de garde-fou, en fait. Et pour la dépense publique, c'est pareil. La Cour des comptes a jamais dit, à un moment, là, on est à 58,1% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. C'est gigantesque. Et à quel moment est-ce que la Cour a dit c'est ça le bon taux de dépenses publiques ? On est en général autour de 10 points de plus que les autres pays. Et alors, est-ce que c'est normal de continuer à dépenser autant, à avoir des fuites partout ? Et puis autre chose que vous rappelez, pardon, Agnès Verdier-Molinier,
Je reviens à ça parce que c'est très intéressant. Et vous dites, parce que beaucoup de nos éditeurs français sont salariés, d'accord ? Les entreprises, et vous dites, c'est vraiment bien de le rappeler, on le savait, on l'avait dit, c'est que si vous, employé, salarié, vous recevez 2023 € net, votre patron, votre entreprise paye 4 333 en brut. 2 fois votre salaire. Et ça n'a pas bougé. C'est comme ça depuis, je ne sais pas, depuis combien de temps ? Oh ben c'est comme ça depuis des années. Le problème, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus haut que les autres. Quand le patron paye 100 en France, le salarié français, il a 47 € dans la poche à la fin. Alors qu'en moyenne, dans l'Europe, c'est 58 €. Vous voyez, c'est quand même un écart énorme. Oui. Alors après, on dit le pouvoir d'achat, il faut faire des trucs pour le pouvoir d'achat. La première chose à faire pour le pouvoir d'achat, c'est baisser les cotisations, baisser les charges employeurs surtout, parce qu'en fait, c'est les employeurs qui paient 80 milliards de plus que dans les pays comparables. 80 milliards de plus, vraiment. Oui, c'est gigantesque. Hein. On fait l'écart avec l'Allemagne, c'est 79. Alors évidemment, il y a moins de cotisations salariales. Ça aussi, c'est trompeur, parce que finalement, par rapport à votre brut, vous dites, ah bah oui, mais il y a un écart de 22%. Bah finalement, c'est pas énorme, mais en fait, 75% des cotisations, elles sont payées au-dessus de votre brut, dans le super brut. Et ça aussi, le salarié français, il n'en a pas forcément conscience, mais c'est le coût du modèle social. Autre chose que je dis dans le livre et que j'avais pas perçu avec autant d'acuité avant. Plus vous travaillez, finalement, plus dans les services publics comme les crèches, ce qu'on appelle les services publics facultatifs, en fait, vous n'êtes pas forcément prioritaire. Moi, je pensais qu'à partir du moment où les parents travaillaient, l'enfant qui cherchait une place en crèche, il était prioritaire. Non, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'enfants qui sont gardés en crèche et dont un des deux parents ne travaille pas. Il y en a 30%. Hein, donc, oui, mais alors justement... Ça devient un problème. Pourquoi est-ce qu'on fait du social avant d'inciter à travailler ? C'est pareil pour les HLM en ville, dans Paris. Vous pourriez vous dire, tous ceux qui ont un HLM, il y en a très peu dans Paris. Tous ceux qui ont un HLM, oui, mais il y en a pas énormément. Dans tous les HLM de Paris, on pourrait croire qu'il n'y a que des gens qui travaillent dans Paris pour pouvoir leur faciliter le fait de ne pas avoir ces mouvements pendulaires, etc. Mais en fait, pas du tout. Il y a plus de la moitié de ceux qui sont en Ile-de-France dans des HLM qui en fait n'ont pas de travail aujourd'hui. Donc, et quand on regarde, compris dans Paris. Y compris ceux qui sont à Paris. C'est ça. Et le souci, c'est que quand on regarde les critères de la mairie de Paris pour attribuer les logements HLM, il n'y a pas de points pour, quand vous travaillez, de points en plus. Il y a des points en plus si vous avez des problèmes avec des huissiers, si vous êtes séparés, si vous vous faites battre, etc. Mais pas de points en plus. Pour quelqu'un qui travaille dans Paris, qui aurait besoin d'être à proximité. Vous avez juste un pourcentage de majoration de points. Mais si vous n'avez pas de problème d'huissier, en fait, vous n'avez pas de points au départ, et donc vous ne pouvez pas avoir de points majorés. Et ça, c'est un souci, parce que quand on se rend compte que quand vous payez la cantine parfois 50 fois plus cher, sous prétexte que vous avez des plus hauts revenus, etc., à la fin, vous vous dites, mais attends, est-ce que c'est pas un système qui désincite au travail, mais qui désincite ensuite à payer des impôts? Vous parlez des cantines. Alors justement, Agnès Verdier-Molinier, c'est très intéressant. Mais vous n'êtes pas d'accord? Moi, j'ai lu dans votre livre, vous parlez des cantines, etc. D'accord. Enfin, moi, je trouve tout à fait normal que quelqu'un qui gagne bien sa vie paye plus pour les cantines que quelqu'un qui la gagne au niveau de 1 000 € par mois ou 1 200 € par mois. D'accord, mais est-ce que c'est normal qu'il paye plus que le coût de revient du repas? Non, mais attendez. Et alors, ça, c'est la loi de 98. Quand le gouvernement, à l'époque de Lionel Jospin, veut permettre justement de différencier les tarifs en fonction de la situation des parents sur les services publics qu'on appelle facultatifs, en réalité locaux, c'est-à-dire les conservatoires, etc. C'est ça, les crèches, les cantines. Qui va regarder si le coût de revient, il est réellement de 7 € par repas? Non, mais attendez. Par exemple, si je gagne 5 000 € par mois, ça ne me gêne pas de payer 10 € si c'est un repas de 7. Oui, mais ça veut dire que vous payez à côté de l'impôt pour financer l'éducation, pour financer des services publics, et qu'on va vous demander parfois de payer. Vous êtes déjà imposé, vous payez déjà énormément par rapport à vos collègues des autres pays qui gagnent la même chose. Et je suis allée voir dans les autres pays pour voir s'il y avait en fait des tarifs majorés en fonction de ce que vous gagnez. Oui. Mais en fait, non. Il y a des tarifs sociaux, oui, là je suis d'accord. Un tarif social parce que la famille est dans le besoin. Mais sinon, il y a le même tarif pour tout le monde. Et nous, on est les seuls à faire des... Mais est-ce que les tarifs sociaux ne sont pas très forts dans les autres pays? Plus forts que chez nous?
bah non, parce que le repas en France, il peut aller de 50 centimes à 7 euros et quelques. Le repas, il y a un écart énorme. Ouais, ça peut être jusqu'à 50 fois de différence. Et c'est pareil pour le conservatoire. Il y a 15 fois le prix entre le prix de base et le prix le plus haut. Et à un moment, vous vous demandez, est-ce que c'est un prix qui est fait pour être exprès plus cher ou pas. Et à Lyon, on s'est rendu compte que sur les temps de repas des écoles, ils organisent des temps ludiques qui doublent le prix du repas. Et qu'ils incorporent dans le prix du repas. Comment ils doublent le prix du repas? Parce qu'en fait, ils font payer aux familles qui travaillent et qui paient de l'impôt, finalement, des temps d'animation sur le temps du repas, qui ne sont pas la purée, les tomates, les légumes, etc. Le beefsteak que mangent leurs enfants à la cantine. Et donc, ça crée quoi ? Finalement, ça crée des failles dans le consentement à l'impôt. Résultat, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça ? Vous partez mettre vos enfants dans le privé. Et c'est bien normal, parce que à un moment, on vous dit, il y a des services, vous payez beaucoup d'impôts, monsieur, madame. C'est pour payer des services publics. Et puis en fait, on vous dit derrière, non, pour vous, ce sera plus cher. Et pour vous, ce sera plus compliqué. Donc je préfère payer les enseignements privés que cela. Oui, mais résultat, qu'est-ce qu'on dit après ? Ah, mais il n'y a pas de mixité. Mais non, mais on a créé les conditions de la non-mixité. Et derrière, il y a quand même une question à se poser. Est-ce qu'on veut que les gens vivent ensemble et s'entendent et comprennent à quoi sert l'argent qu'ils mettent dans le système ? Est-ce qu'on veut... Parce que là aussi, il y a une question. Nous, ça fait des années, vous le savez bien, qu'on travaille sur les comptes annuels, les bilans sociaux, les rapports qui disent combien il y a d'absentéisme, etc. On n'a jamais eu autant de mal qu'en ce moment pour récupérer les informations. J'avais eu les comptes de l'ENA à un moment, on en avait parlé ici même. Oui, bien sûr, oui. J'ai pas réussi à avoir les comptes encore avec mon équipe de l'INSP qui a remplacé l'ENA. Ça fait depuis le mois de décembre qu'on demande. Il y a le PMSI, vous savez, c'est la base d'informations sur ce qui se passe dans les hôpitaux, les cliniques, et qui permettait aux journalistes du Point de faire des classements des hôpitaux et des cliniques. Oui, on a vu, cette fois-ci, il aurait dit non, pas question. Non, mais c'était très valable, ça, parce que ça permettait... bien sûr. Vous avez votre maman qui a un problème, qui a besoin d'une prothèse... Je préfère qu'ils la mettent là que là. Une prothèse de hanche, etc. Vous regardez les classements, vous dites, tiens, là, il y a un très très bon hôpital, il y a un très bon service, il y a une très bonne clinique, etc. Ils ont répondu que non, ils ne voulaient pas justement créer les conditions de la concurrence et qu'on ait d'informations plus importantes. On peut pas, oui. En fait, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un. Ils veulent le rabotage égalitaire, mais au mauvais sens du terme. Non, mais on a le droit de payer des impôts, on a le droit de payer énormément de cotisations, on a le droit d'avoir de la CSG à gogo à payer, de la TVA, mais on n'a pas le droit de savoir où on est bien soigné, quelle est la meilleure école. Là aussi, il y a des classements, mais alors les classements, c'est pas sur les résultats au brevet, c'est des classements avec la valeur ajoutée, etc. Nous, on a ressorti un vrai classement sur les résultats au brevet. Dans les 100 premiers collèges de France, il n'y en a que 9 qui sont publics sur les résultats réels de notes. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Oui, mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est là, justement, que moi, je propose d'allumer la lumière. Déjà, ça commencerait à donner un peu des informations. On va en parler des lumières. On va recevoir tout de suite... Oui, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec Agnès Verdier-Molinier. Alors, vous avez la parole. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Agnès Verdier-Molinier pour son livre « Où va notre argent ?» aux éditions de l'Observatoire. Et vous avez la parole, on accueille Yves d'Arcachon. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Je demande, Yves, à vous comme les autres, on a énormément d'auditeurs. Je vous demande simplement, et c'est vraiment, on est très heureux de vous avoir, mais d'être le plus, je dirais, concentré possible parce que voilà, on voudrait faire parler le maximum de gens. Yves, c'est à vous. D'accord, oui, donc bonjour à tous les deux. Bon, merci. Donc je suis tout à fait d'accord avec Madame Verdier-Molinier qui a parlé tout à l'heure de la valeur ajoutée qui devrait être mieux utilisée. Et puis sur les subventions, nous avons eu 5 enfants en 6 ans, on en avait donc en crèche. Et donc le jour où la crèche publique a été mise en place par la mairie au lieu d'une crèche privée où étaient nos enfants, on a payé 2 fois plus cher. J'étais ingénieur, mon épouse était agrégée de lettres. Mais je voulais, en tant qu'ancien DRH, reparler de la retraite. Déjà, pour rappeler que quand la retraite a été instituée en 1945, c'était par ordonnance. Quand Mitterrand l'a modifiée à 60 ans, c'était par ordonnance. Donc le mode de mise en place de la retraite
par un 49.3 ou autre, c'est pas vraiment un problème puisque les ordonnances passaient bien. Mais surtout, je voudrais indiquer que il y a des indicateurs long terme qu'il faudrait qu'on puisse mettre en place sur une vie. Donc, par année de naissance, je pense qu'il serait facile d'établir, par année de naissance, la durée de la scolarisation en médiane et puis éventuellement des variations après, mais donc la durée de la scolarisation, l'entrée dans la vie active, parce qu'on a vu que pour un certain nombre de jeunes... Attendez, vous n'aviez pas une question à poser, parce que là, vous c'est bien, mais on n'a pas le temps de faire... Vous aviez une question précise à poser à Agnès, parce que... L'idée, c'était de dire, est-ce qu'il y a des indicateurs qu'elle pourrait travailler avec son organisme ou mettre en place, justement, pour avoir des indicateurs sur le long terme. Donc la scolarisation, l'entrée dans la vie active, le départ en retraite, la dépendance, l'espérance de vie, pour voir justement sur le long terme les évolutions qu'on pourrait mettre en place. D'accord, merci Yves. Déjà, je voudrais souligner une chose très importante, c'est qu'on travaille 12 milliards d'heures de moins en moyenne par an que les Anglais qui ont le même nombre d'habitants, chez les Britanniques à peu près que nous, et c'est pas mieux quand on compare avec les autres pays d'Europe. Donc il y a un énorme problème de sous-travail en France. Le taux de chômage qui est affiché ne tient quasiment pas compte du fait qu'il y a énormément de personnes qui en fait sont aux minima sociaux et travaillent pas puisqu'ils sont pas inscrits à Pôle emploi, puisqu'ils sont pas en recherche d'emploi, donc ils comptent pas dans les chômeurs, entre guillemets. Donc résultat, il y a un très gros souci de sous-travail dans notre pays. Donc si jamais on veut optimiser finalement pendant l'âge de vie active la capacité de travail du pays, la capacité de production du pays, c'est tout de suite qu'il faut se retrousser les manches et dire aux gens, non, le minima, c'est pas pour la vie, c'est pas pour 20 ans, c'est pas pour 12 ans, c'est pour vous aider quand vous êtes dans la peine, mais le jour où vous pouvez reprendre un job qui est déclaré, en fait, c'est un devoir. Et c'est ce que font les pays du nord de l'Europe. Donc déjà, pour répondre à votre question, le devoir de tous les Français qui travaillent, c'est de travailler justement, et non pas de se dire on n'est pas obligé de travailler. Encore faut-il trouver du travail. Oui, mais ça, vous savez bien qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent partout. On cherche dans les crèches, là, je le dis. Il y a 10 000 places en crèche qui sont en fait pas ouvertes, alors qu'en dur, elles existent, parce qu'on n'a pas formé les personnels pour le faire, et parce qu'on est draconien sur les normes des personnes qui peuvent travailler en crèche. Si on levait un peu les restrictions sur ce sujet, en faisant un peu plus confiance peut-être, et en disant, vous avez une formation peut-être accélérée, après on fera un contrôle, etc., on aurait plus de possibilités. Il y a plein de parents qui cherchent des places en crèche. Si on avait cette idée de dire, on ouvre beaucoup plus les possibilités de travailler, ce serait beaucoup plus simple. Et là, pour répondre à Yves, bien sûr, il faut travailler plus longtemps quand on vit plus longtemps. C'est une évidence. Ça devrait se faire de manière automatique, s'ajuster de manière automatique, effectivement, en fonction de l'âge finalement de commencement de la vie active. Parce que si on commence à travailler à 45 ans et qu'on veut partir à la retraite à 60 ans, c'est juste pas possible de financer ça. Il y en a peu qui commencent à travailler à 45 ans. Non, mais je caricature exprès, parce que si vous voulez, plus ça va, plus on commence à travailler tard, et on dit, non, on devrait partir encore toujours aussi tôt qu'avant. Non, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus que 1,7 actifs pour financer un retraité. Et donc, on peut pas porter chacun sur son dos un retraité à financer. Et quand ce sera un retraité pour un actif, ce sera pas mal non plus. Lucien, merci beaucoup, Yves. Et allons à Salon de Provence pour recevoir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Je me permets d'appeler. Certaines choses m'ont quelque peu heurté. Quand on se retrouve au RSA, des fois, parfois, on est en situation de handicap. Dans mon cas, par exemple, j'ai travaillé pendant 12 ans de ma vie. Je suis tombée gravement malade d'une maladie qui n'est pas reconnue par le gouvernement français. Déjà, je pense qu'il y a un travail à faire sur la question. Au niveau du suivi de Pôle emploi, on m'a relégué au dernier plan en me disant on ne cherchera pas à vous réinsérer sur un plan professionnel. Je me retrouve à devoir demander la hache, alors qu'en réalité, je pourrais très bien retrouver un emploi. Mes conseillères Cap Emploi sont d'une inutilité. Je pense qu'il y aurait des économies déjà à faire sur ce genre de service. Je me retrouve à devoir demander l'allocation adulte handicapé. Je suis sans cesse obligée de justifier mon handicap. Moi, ma question, c'est qu'en est-il dans vos recherches
des personnes en situation de handicap qui se retrouvent au RSA, qui ne s'inscrivent plus à Pôle emploi, puisque Pôle emploi les a relégués au dernier plan, ils ne veulent plus entendre parler d'eux. Qu'est-ce qu'on en fait des gens qui sont en situation de handicap dans notre pays? Oui, merci Marie, merci de votre intervention. Question Pôle emploi, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Non mais Marie, je suis complètement d'accord avec vous sur la question de Pôle emploi. Je fais un chapitre sur le sujet et je dis qu'ils accompagnent absolument pas du tout les personnes qui sont RSA, qui sont à l'AAH, et en fait que c'est un énorme problème parce que il y a à peine 10% des gens qui reconnaissent avoir retrouvé un emploi grâce à Pôle emploi. Et en 10%. Mais oui. Et ça, c'est l'étude d'emploi de l'INSEE. Et une fois, je l'avais cité dans Le Parisien et ils étaient très furieux à Pôle emploi de ça. Mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, il y a des associations, il y a des fondations qui sont en délégation de services publics. C'est pas un gros machin comme Pôle emploi qui est géré au niveau centralisé et qui s'occupe spécifiquement des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi et pas juste de ceux qui sont les plus proches de l'emploi et qui demandent le moins de travail. On a quand même une explosion du nombre de personnes à Pôle emploi, plus de 52 000 personnes qui travaillent à Pôle emploi, et on a l'impression qu'on est de moins en moins bien accompagnés et que surtout ceux qui sont éloignés de l'emploi sont pas bien accompagnés. Vous l'avez expliqué vous-même. On vous dit en gros, cherchez pas d'emploi, c'est pas la peine de faire une formation, etc. Ben ça, c'est dramatique, voilà. Et parce que justement, on dépense de l'argent collectivement pour avoir un système qui accompagne les personnes qui sont dans la peine, qui sont éloignées de l'emploi, qui sont en recherche d'emploi, et finalement leur dire allez plutôt demander l'allocation adulte handicapé. Moi, je trouve que là, ça veut dire qu'on a baissé les bras et ça veut dire qu'on a perdu justement ce fil rouge que le travail doit être au cœur de la vie de chacun et de la vie de la société du financement de nos services publics, parce que sinon, à un moment, ça devient impossible. Et derrière, il y a quoi? Il y a de la dette. Il y a du déficit. On l'a dit, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie. Et rapidement, on a le temps de recevoir Richard de Toulouse. Bonjour, Richard. Bonjour, Richard. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, j'avais une question pour Madame Verdier-Molinier. C'est une question qui commence par un préambule très court. Monsieur Macron, il a été élu par 45% de retraités qui votent. En fait, c'est 45% des électeurs. Et l'autre part, c'est des personnes plutôt assistées. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les deux jambes qui fait que la Macronie est en place. Donc, une question, c'est faut-il... Parce qu'aujourd'hui, le discours de Mme Molinier, il est très vrai, mais il est inaudible pour la majorité des gens. Faut-il créer un mouvement des salariés du privé de 2 000 à 10 000 euros pour que ces personnes puissent reconnaître leur intérêt légitime à avoir de la croissance dans l'industrie, à avoir une velléité à ramener notre balance du commerce plus près du zéro, voire positive? C'est ça ma question. Faut-il créer ce mouvement? Bonne question quand même, parce que effectivement, on les entend pas. Alors vous, on vous entend, Agnès, mais effectivement, est-ce que au fond, un pouvoir politique se dit attendez, elle est très gentille, ils sont tous très gentils, mais voilà, j'ai d'un côté les retraités, malgré tout ils tiennent, j'ai d'un côté les assistés savent qu'on ne va pas les crever de faim, et puis les 20% des Français vont continuer à travailler, les 80%, on s'en occupera. Le problème, Richard a complètement raison, c'est que ceux qui travaillent, ils ont pas tellement le temps de s'organiser pour dire des choses, et que finalement ils voient, comme moi, se déliter la qualité des services publics, et que malheureusement, quand j'en parle avec eux, ce qu'ils me disent, c'est quoi? C'est moi, je fais tout pour que mes enfants aillent étudier à l'étranger et partent à l'étranger. Donc oui, c'est vrai, c'est préoccupant, et oui, en réalité, c'est pour ça que je parle d'un syndicat des citoyens, pas un syndicat politisé qui veut le chaos, brûler des trucs dans les rues et finalement mettre à bas les entreprises de France qui fonctionnent encore, mais plutôt finalement un groupe de personnes qui devrait être en fait toute la société civile française, hein, c'est ça la société civile. Dans les autres pays, aux États-Unis par exemple, il y a des groupes de citoyens qui sont là en permanence à côté du Congrès américain, à côté du Sénat, qui font passer des analyses, etc. C'est ce que nous faisons à notre modeste niveau à la Fondation IFRAP, mais vous voyez à quel point on est peu nombreux à le faire. Et en réalité, il faudrait toujours avoir ce respect de la société civile de la part des pouvoirs publics. Mais notre administration, elle n'est pas du tout comme l'administration des pays anglo-saxons. Mais encore faut-il que la société civile se réveille
et s'exprime encore plus fortement. Et pour répondre encore à Richard, il y a quand même quelque chose qui s'appelle le Palais Bourbon, c'est l'Assemblée nationale, et normalement on les élit justement pour ça, pour regarder ce qu'ils font de notre argent, parce que c'est l'article 24 de la Constitution, le Parlement à la fois il vote les lois, mais aussi il contrôle l'exécutif et il évalue les politiques publiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, chaque euro d'argent public, ce dont on parle depuis tout à l'heure, où va notre argent ? Ben voilà. Ça devrait être les parlementaires qui devraient regarder. Tous au Sénat, tous à l'Assemblée nationale, tous à l'Élysée, tous à Matignon, tous à la Cour des Thons, avec les pancartes. Où va notre argent ? Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP et auteure de Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.